La guerre civile qui opposa le Pakistan occidental au Pakistan oriental restera l'une des pages les plus sanglantes de l'histoire de l'humanité. Dans la nuit du 25 mars 1971, l'armée pakistanaise entre en action. Elle veut réduire l'agitation qui règne au Pakistan oriental à la suite des élections qui ont vu le triomphe de Mujibur Rahman, partisan de l'autonomie. La répression sera terrible, puisqu'à l'aube du premier jour de la guerre civile, et dans la seule ville de Dhaka, on comptera plus de 20 000 morts. Et ce n'est qu'un début, car pendant 9 mois, 150 000 soldats opposés à 7 000 maquisards vont tuer et massacrer avec un acharnement sans égal. Septembre 1971. En 6 mois, la répression a fait 3 millions de morts. Tandis que 9 millions de malheureux, fuyant la terreur, ont cherché refuge en Inde. Et la guerre civile continue. Alors, devant l'indifférence du monde qui assiste en spectateur au génocide de tout un peuple, une seule voix s'élève, et cette grande voix solitaire est celle d'André Malraux qui, lui, n'accepte pas. À 70 ans, il décide de constituer une légion étrangère et d'aller se battre aux côtés des résistants du Bengale, comme il le fit jadis auprès des républicains espagnols ou des maquisards de France. Ce sera là son dernier combat pour un idéal qu'il appelle la liberté. André Malraux ne put exécuter son projet car le 3 décembre 1971, Madame Indira Gandhi, qui avait fait l'impossible pour alerter le monde et secouer l'inertie de l'ONU, prit la décision de se porter au secours de ce peuple massacré. L'armée indienne remporta une victoire totale et libéra le Pakistan oriental qui devint un État souverain sous le nom de Bangladesh. Le défilé de la victoire suscite la frénésie et l'enthousiasme d'un peuple qui paya si chèrement son accession à l'indépendance. Seulement dans les jours qui suivirent, les Bengalis, qui avaient souffert tant de crimes, se livrèrent à leur tour aux excès des représailles, et il faudra ajouter encore 100 000 noms à la longue liste des morts. André Malraux a été accueilli au Bangladesh comme un être légendaire. Pour tous, il était l'homme qui, aux heures les plus sombres de la guerre, s'était identifié au peuple du Bengale. J'embrasse la pauvreté sur un seul visage. Ne pouvant pas embrasser tout le monde, j'embrasse le Bangladesh sur un seul visage. Étape du voyage de la reconnaissance.
André Malraux est reçu par le président Chaudhuri et par son célèbre premier ministre Mujibur Rahman, appelé le père de la nation. Mujibur est à l'image du peuple bengali, sentimental et enthousiaste. Il explique ce que signifia l'appel aux armes d'André Malraux pour ceux qui ne connaissaient à l'époque que l'humiliation, la misère et la mort. Monsieur le Premier ministre, lorsque M. Malraux a proposé de combattre pour le Bangladesh, qu'est-ce que cela a signifié pour votre peuple? C'était quelque chose de très important pour le Bangladesh à cette époque-là. Cela les a grandement encouragés, car il est toujours très difficile de mourir, parce qu'on était en train de les massacrer. À cette époque si difficile, un grand homme s'est présenté et a déclaré qu'il voulait combattre pour le peuple du Bangladesh. N'était-ce pas là quelque chose de très important pour mon peuple? Moi, j'étais en prison et mon peuple est très reconnaissant. Nous sommes très heureux qu'il ait pu disposer d'un peu de son temps et venir au Bangladesh. Mais nous ne sommes pas satisfaits. Nous voulons davantage de temps avec lui. Car de partout, les gens me disent « Nous voulons le voir, nous voulons le voir ». Mais nous savons qu'il ne dispose pas d'assez de temps, alors je l'ai personnellement réinvité. Et maintenant, est-ce que vous attendez quelque chose de M. Malraux? Nous voulons son amour et son affection. Il y a beaucoup de problèmes ici. Les Pakistanais ont tout détruit. Ils ont tué 3 millions de mon peuple. Ils ont tué mes intellectuels. Ils ont détruit mes routes. Ils ont détruit mes réserves de nourriture. Ils ont fait tout cela. Et les problèmes existent. Mais je ne demande rien à personne. Tout ce que je veux, c'est l'amour, l'affection et le respect que l'on doit à mon peuple. N'avez-vous pas vu mon beau pays, mon peuple magnifique, mes champs si verts? C'est un des hauts lieux de la résistance. Pendant 9 mois, l'armée pakistanaise s'est battue ici contre les combattants de la liberté. Le maquis n'a jamais été réduit, mais beaucoup sont morts. Aujourd'hui, sur cette terre creusée de charniers, se dresse une stèle funèbre qui rappelle le sacrifice des morts anonymes. Dakar parle aujourd'hui pour la première fois dans la seule université du monde qui ait plus de morts que de vivants. Et vos camarades sont morts pour la liberté et ils savent que jamais, nulle part, les étudiants et les professeurs n'avaient payé la liberté d'un poids si lourd. Ils savent aussi que parmi tant d'étudiants qui ont combattu, il y a un endroit où les étudiants ont le droit de dire, pour ceux qui viendront plus tard, nous avons combattu avec nos mains nues. La dernière fois que j'ai vu Néron, il m'a dit, tout le monde parle de Klein comme d'une princesse, Klein avec une pauvresse au bord de la route,
qui regarde passer nos efforts et notre misère comme une mère malheureuse. Mais de tout bêtise, je ne reconnaîtrai jamais que ceux qui, pour me sauver, ont tendu leurs bras vers moi. L'un était une pauvresse au bord de la route, et vous avez tendu vos bras vers elle. Et c'est elle qui vous a regardé avec cette forêt de poings brandis qui brandissait enfin vos fusils vainqueurs. Vos morts avaient rendez-vous avec la destinée du Bangladesh, mais maintenant, c'est à vous qu'il appartient de faire la nation. Il y a toujours 90 000 prisonniers de guerre internés en Inde et 250 000 Bengalis retenus au Pakistan. L'organisation de la paix et le sort des prisonniers préoccupent les journalistes et aussi André Malraux. Pensez-vous qu'il y ait des possibilités de paix réelles et durables dans ce continent? Le monde est fait de positions irréconciliables. L'ennemi héréditaire de la France, c'était l'Angleterre. Et puis dans la guerre de 14, les Anglais et les Français se sont battus ensemble, et dans cette guerre-ci, ils se sont battus ensemble. Il y a en effet des positions qui semblent inconciliables. Il y a en effet des haines séculaires, mais elles ne sont pas éternelles. Si on commençait par libérer tous les prisonniers, et j'entends pas seulement les prisonniers militaires, mais aussi les retenus au Pakistan. Si on commençait par faire ça, très probablement, la question que vous venez de poser perdrait ce caractère dramatique. Est-ce que vous croyez que ceux qui ont commis les crimes parmi les soldats pakistanais, est-ce que vous croyez qu'ils ne devraient pas être punis? Il est certain que les criminels doivent être punis. Mais il est certain qu'il faut aussi établir qu'ils sont criminels. Autrement dit, la première chose, ce sont les tribunaux. Remercie André Malraux d'un acte de courage qui a frappé toutes les imaginations. Le président de la République a parcouru 600 km pour lui conférer le titre de docteur honoris causa de l'université de Rajshahi, qui est celle qui compte le plus de martyrs. Le président Chaudhuri, ancien professeur de droit qui est aussi recteur de l'université, accueille André Malraux. Rajshahi a payé un très lourd tribut à la libération de notre pays. À cette époque cruciale, votre décision de vous mettre totalement au service d'une juste cause a été pour nous une source d'inspiration et de réconfort. Au nom des millions de gens de ce pays qui vous admirent et vous respectent, j'ai l'honneur de vous accueillir et vous souhaite la bienvenue du fond de mon cœur.
chancelier, monsieur le directeur, messieurs, jadis, la grande armée de l'Empire perse qui marchait sur la Grèce fut arrêtée aux Thermopyles par 300 hommes qui furent tous tués. Là où ils étaient morts, on grava la plus célèbre inscription de la Grèce et peut-être de l'Antiquité. Toi qui passeras ici plus tard, va dire de notre pays que ceux qui sont tombés ici sont morts selon sa loi. Sur n'importe quel cimetière de vos maquis, sur les puits comblés par les cadavres de vos intellectuels, écrivez en lettres immenses, toi qui passeras ici plus tard, va dire à tous les nôtres que ceux qui sont tombés ici sont morts, parce que pendant les 9 mois de l'ère de souffrance, ils ont accepté de combattre avec leurs mains nues. Salut, morts des forêts qui nous entourent, vous avez montré au monde qu'on n'assassine jamais assez pour tuer l'âme d'un peuple qui ne se soumet pas. Il est vrai qu'il existe 2 sortes de nations. Celles qui ne sont jamais plus grandes que lorsqu'elles le sont pour elles-mêmes, la Grande-Bretagne de Drake et de la bataille de Londres. Et celles qui ne sont grandes que lorsqu'elles le sont pour tous, la France des croisades et de la République. Sur toutes les routes de l'Orient, il y a des tombes de chevaliers français. Sur toutes les routes de l'Occident, il y a des tombes de soldats de la République. Et sur vos propres tombes, il y a peut-être le souvenir des vieux mots de justice et de liberté dont les généraux de la Révolution avaient incendié l'Europe. Monsieur le Président, en m'accueillant ici au nom de cette foule d'ombre, au nom de vos blessés que je visitais hier, vous accueillez aussi au nom de la culture séculaire du Bengale, la culture de mon pays. C'est pourquoi, recevant ce doctorat après celui d'Oxford et celui de l'université sanscrite de Bénarès, et le recevant de vous, Monsieur le Président de la République, je veux dire au Bangladesh que je le tiens pour un honneur. C'est à Chittagong, l'une des villes les plus éprouvées du Bangladesh, qu'André Malraux va annoncer son nouvel engagement. Cette fois, il ne s'agit plus de faire la guerre, mais d'organiser la paix, un combat peut-être plus difficile. Et grandiose tradition que celle des armées en haillons, que celle des armées de la Révolution française contre tous les rois d'Europe, celle de l'armée rouge, celle des soldats de Mao Tse-tung pendant la longue marche.
Si la Chine a réellement aidé le Pakistan, elle l'a aidé contre ceux qui ressemblaient à ses propres soldats, ceux que depuis Lénine on appelle les partisans. Nous vous avons défendu parce que vous étiez le peuple le plus cruellement décimé, le plus menacé, mais aussi parce que vous appartenez à la civilisation indienne qui depuis 3000 ans est une civilisation de l'âme. Gandhi est le seul libérateur de notre temps qui ait livré son combat au nom de l'âme humaine. L'homme a besoin de se servir de la terre, mais aussi de se servir de son âme. Votre libération a tenté d'unir le langage du Bengale éternel à celui de notre révolution. Le monde ne semble pas vouloir comprendre que votre révolution est la seule, avec celle de l'Inde, qui ne s'achève pas par un totalitarisme. Ni Staline, ni Hitler, ni Mao, Gandhi et Cheikh Mujibur Rahman. Si le monde ne l'a pas encore compris, il est temps de lui ouvrir les yeux et nous allons le faire. Il fallait obtenir la victoire. Mais aujourd'hui, le Bangladesh veut la paix. La paix avec tous. Et vous devez travailler pour la seconde victoire, qui est de créer l'État. Les combats de la guerre ont commencé ici. Que commence ici le combat exemplaire pour la paix. Aujourd'hui, je vais rencontrer les autorités de cette ville pour fixer l'ordre de vos besoins. Et nous allons passer à l'exécution des premiers besoins dès mon retour. Puisque nous n'avons pas pu combattre ensemble dans la guerre, cette fois nous combattrons ensemble. Vive Chittagong, vive le Bangladesh. Vous êtes un ami de Bangladesh, et mon peuple vous aime tellement et vous avez dû le voir. Voulez-vous vous dire, monsieur le Premier ministre, est-ce qu'il lui conviendrait que je lui parle des quelques remarques que j'ai faites pendant le voyage? J'ai pris les notes. Les lunettes sont pakistanaises. Et vous savez, à ce soir, pakistanais. La première chose, c'est j'ai trouvé que le pays avait été beaucoup plus historique qu'on ne croit en Europe. Je répondrai par écrit aux questions sur l'économie, la structure de l'État, la propagande, le contrôle des naissances et la détermination du sexe. Je vous laisse ma fiche. Alors, ça traduit en Bangladesh. Mais André Malraux est discret. Il y a certains problèmes qu'il préfère ne pas évoquer devant nous. Vous lui expliquez que je préfère que ce soit traduit en Bangladesh. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est comme ça. Je vais tenter de faire des non, je vais tenter de faire তারপরে চার গাছ সম্বন্ধ করবেন যে চার গাছ হ্যাঁ ভুবনে আপনার সাথে Monsieur le ministre, c'était la première fois que vous rencontriez M. Mujibur Rahman. Quelles ont été vos relations avec lui? Je vais vous donner un sentiment qui vaut ce qu'il vaut, étant donné que je ne sais pas le bengali, que par conséquent c'est un contact qui pourra avoir été assez long, puisqu'il y a eu les deux entretiens et le repas, et c'est tout de même passé par interprète. Je crois qu'il y a dans Cheikh Mujibur Rahman un personnage qui est
essentiellement un grand orateur. Et ça, c'est un type humain qui a un caractère assez généralisable. Ensuite, il serait peut-être très étonné d'entendre ce que je vais vous dire. Je crois qu'il est, même s'il ne le sait pas, une sorte de chevalier de l'islam qui eût été très à son aise dans l'armée de Saladin, qu'il a cette vue à la fois chevaleresque, généreuse et un peu romantique, d'une certaine noblesse du combat. Vous savez qu'il se conduit avec la plus grande fermeté en prison, et il n'y a pas de doute que l'un des éléments de contact entre nous a été, comme dit la chanson, quand on rencontre un obéissant, bien, si j'avais été qu'un écrivain, ça n'aurait pas été pareil. Et alors le dernier point, il a sans aucun doute été intéressé par le problème suivant. Malraux a vécu auprès du général de Gaulle des circonstances semblables à celles dans lesquelles je me trouve, et je voudrais bien savoir ce qu'il pense qu'aurait fait le général de Gaulle à ma place. Alors là, vous avez une question subsidiaire assez comique qui est, vous en avez parlé tout à l'heure d'ailleurs, mais qu'est-ce que c'est que le général de Gaulle pour le Bangladesh? Or, moi, je posé la question, probablement vous aussi, de votre côté, c'est excessivement mystérieux. Il existe puissamment, et probablement, il faudrait donner une réponse assez oblique, mais peut-être assez valable. Je crois qu'il existe des mythes, en quelque sorte errants, et que quand un homme se met à correspondre à ce mythe, quelque chose qui n'est pas clair du tout se met à se poser sur lui. Ça me fait beaucoup penser à cette histoire admirable de la légende bouddhique qui est le Bouddha est enfin entré dans l'illumination. Il aurait pu le faire beaucoup plus tôt, mais il est resté sur la terre pour protéger les autres. Mais cette fois, il est entré dans l'illumination. Alors, les disciples regardent le ciel parce qu'un grand vol de grue triangulaire est en train de traverser le ciel de l'Inde, c'est à peu près celui-ci, et ils voient les grues qui volent, comme chez nous, absolument droite, qui se mettent toutes à se retourner, et le vol des grues repart vers le sud. Et le texte des sutras dit, alors leur regard revint sur le vénérable, sur ce Bouddha, il était devenu phosphorescent. Eh bien, il y a le moment où les mythes passent et où les gens deviennent phosphorescents. Et je suis persuadé que la valeur légendaire de Moukébou et ce qui l'unit au général de Gaulle, c'est sa prison. Normalement, il aurait dû être tué. Il aurait dû être assassiné. Il en a réchappé parce qu'en fait, on ne l'a pas assassiné à temps. Et vous avez hérité un peu du mythe de Gaulle, non? Un peu, mais je dirais un peu la même chose. Il faut la main des dieux, vous comprenez? Nous ne pouvons pas le faire. Il faut quand même faire le 18 juin pour être le général de Gaulle. Mais ça ne suffirait pas. Mais s'il n'y a pas de 18 juin, il n'y a pas non plus de successeur.